Salut à toi, mon cher ami. Nous sommes le mardi 8 octobre 2024 à Santa Monica. Bon, ça y est, ça commence bien, j'ai un chat dans la gorge. Et il est 15h52. J'étais en train de prendre mon café, je me suis dit tiens, je vais faire une petite vidéo sympa. Bon, qu'est-ce que je peux bien raconter, hein? Je me lève chaque matin vers 4h du matin. C'est une habitude que j'ai prise depuis plusieurs années. C'est une habitude qui me donne l'impression que le monde est calme à 4h du matin et qu'à partir de 7h, 8h, j'ai l'impression d'être pris dans une autoroute avec toutes les responsabilités, le travail, les gens. Et j'ai l'impression à 4h du matin d'être au calme. J'ai l'impression que je suis le seul réveillé et ça me permet de rêver, d'écrire et de penser au monde, à mes enfants, à mon père, à ma maman aussi, à mes sœurs, à mes amis, mes neveux. Et puis je prends le temps de méditer une petite demi-heure et il y a un calme quasiment absolu. Je m'interroge parfois quand est-ce que je reverrai le Maine. J'ai vraiment une envie profonde de déménager pour la Nouvelle-Angleterre. C'est marrant, tout le monde rêve de venir en Californie et puis moi, j'ai envie d'aller vivre dans un endroit un peu reculé entre le Canada et les États-Unis, d'avoir un lac rien que pour moi et de pouvoir être en communion avec la nature et finalement d'être en paix, parce que l'hypersensibilité ou ma perception, mes réflexions, mon cerveau qui est toujours en étoile, c'est assez épuisant, c'est presque une malédiction. Et c'est pour ça que je pense que j'ai désolé, que j'ai l'esprit poétique et j'adore la contemplation. Prendre ma bagnole et puis très tôt le matin et aller voir le lever de soleil sur la colline. Et aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un ami qui m'a dit il y a quelques années de cela, qui m'a dit, un ami qui vient d'une famille, on va dire, normale, qui a eu une enfance hyper paisible, heureuse, et qui connaît un petit peu mon histoire avec mon enfance et puis avec mes enfants. Et un jour, il m'a dit quelque chose de surprenant, parce qu'on est tous les deux artistes. Il m'a dit, et j'ai pas cru, il m'a dit, tu sais, Atem, d'une certaine manière, je t'en veux presque d'avoir eu toutes ces souffrances, ces peines, ces traumas, cette enfance.
Et je lui dis, mais pourquoi tu dis ça? Je pensais pas qu'un jour je pourrais entendre ça, quoi. Il me dit, parce que quand je fais mes images, je fais des images comme ça, je veux dire, j'ai pas l'impression d'avoir quelque chose à raconter. Il me dit, par contre, toi, avec ce que tu as vécu, ta perception, tu as des univers incroyables. Et c'est vrai que dans mon travail d'auteur, d'artiste, je crois qu'on perçoit comment dire, pas forcément mes souffrances, mais peut-être plus mon désir exacerbé de connexion à l'autre, d'amour pour l'autre et de pouvoir recevoir l'autre. Je sais que ça va en surprendre certains, certainement ceux qui verront cette vidéo, certains membres de ma famille qui vont me dire mais non, mais c'est vrai que grâce à cette chaîne, je peux communiquer des choses qui, pour moi, dont j'ai toujours eu du mal à communiquer à l'autre. Et j'avais ces derniers temps, j'avais des réflexions sur la peine, le tragique qu'on traverse parfois durant certains épisodes de nos vies. Et finalement, je me rappelle de ce souvenir où j'en ai déjà parlé il y a quelques épisodes précédents où le chat ne veut pas partir. Et ce voisin-là m'appelle pour une bière un soir. Et je suis là, trop content, à sourire, à vouloir raconter mes conneries. Et là, je le vois avec quelques larmes aux yeux et en train de me dire, voilà, me dire que c'est fini pour sa relation et qu'ils vont devoir divorcer. Et sur le moment, j'ai compris que c'était pas le moment pour moi d'aller dans mon intellect, d'être cérébral, de commencer à avoir une discussion et de dire ouais, t'inquiète pas, la vie est belle. Et j'ai compris qu'à ce moment-là, la seule chose que je pouvais faire, c'était recevoir ces émotions. Et donc je les serrais dans mes bras. Et c'était hyper bizarre parce que j'avais pas l'habitude. Et moi qui toute ma vie ai rêvé d'avoir une étreinte, c'est assez délicat pour moi de partager. C'est marrant parce que je partage beaucoup dans ces vidéos, mais les choses les plus personnelles, au niveau des émotions, j'ai du mal. Notamment le fait que j'ai toujours eu ce désir profond d'avoir une étreinte avec l'autre et de pouvoir communiquer ma peine, de pouvoir communiquer une partie du tragique de ma vie et de pouvoir, entre guillemets, processer une bonne fois pour toutes ces émotions. Parce que je soupçonne vraiment que dans cette vie, j'ai l'impression que le problème, ce n'est pas les épreuves ou les souffrances ou la peine, ou j'ai l'impression que c'est plus le fait d'être seul durant ces moments-là. J'imagine que ça parlera à certains d'entre vous, mais parfois il n'y a rien de pire que d'être dans une relation avec quelqu'un et de se sentir seul. C'est une solitude qui est terrifiante. Et donc ces souvenirs que j'ai de mes tentatives de connexion à l'autre, elles prennent leurs racines depuis l'enfance où en fait tout ce que je voulais de ma famille, c'était d'être consolée, qu'elle puisse percevoir ma peine et tout ce que je voulais c'était qu'on se serre dans les bras une fois pour toutes. Et le fait que j'ai eu une enfance où en fait communiquer à l'autre son amour, le regarder dans les yeux ou le serrer dans les bras, lui dire je t'aime, ça peut paraître mièvre pour certains, mais c'était quelque chose dont j'avais besoin quand j'étais gamin. Et pour moi, c'était la clé pour ma connexion au monde, pour
c'était la clé de tout. J'avais l'impression, avec mon hypersensibilité, j'avais l'impression que j'avais juste besoin d'une seule étreinte. Et ça a créé une sorte de malédiction en moi, on va dire, qui m'a suivi pendant pas mal d'années et qui a, je pense, ruiné certaines de mes relations romantiques. Et donc, il y a quelques années, peut-être, je sais pas, 6-7 ans, où je me suis dit, bon, bah ça suffit, hein, je vais arrêter d'attendre l'amour, mais je vais plutôt en donner. Et donc, il y a quelques années, j'ai décidé de changer d'état d'esprit et de me dire voilà, je vais donner aux autres ce que j'aurais voulu recevoir. Et donc, maintenant, je me mets... c'est assez rigolo, d'ailleurs. Et j'essaye d'être une source de lumière maintenant dans ma vie, d'essayer de discerner chez l'autre ce qu'il a de plus beau, de plus lumineux, et d'être tactile dans mes interactions, de serrer dans les bras, bref, d'avoir l'impression de servir à quelque chose dans cette vie. Et ce qui est marrant, c'est que ce manque d'étreinte durant mon enfance, il a été comblé une fois grâce à ma grand-mère. Et j'avais, je sais pas moi, 6 ans, 7 ans, j'étais dans ma chambre. Et je crois qu'elle devait dormir dans ma chambre, dans un autre lit. Et elle était bien rondoudou, elle prenait de la place et tout. Et ma grand-mère, pour moi en tout cas, elle m'inspirait l'amour, la chaleur. Et j'avais l'impression qu'avec ses rondeurs, chaque centimètre carré de peau, c'était un centimètre carré d'amour. Et donc, j'étais timide, mais je voulais vraiment la serrer dans mes bras. Et je me suis approché d'elle. Et comme j'étais timide, j'ai pas pu la serrer dans mes bras de face. Donc comme j'étais timide, j'ai prise de côté. Il y avait son bras qui était bien rondoudou, bien enveloppé. Et j'ai tenu son bras et son ventre comme ça. Et j'ai pu poser ma tête et j'ai senti ce contact charnel qui m'a fait énormément de bien, qui m'a marqué. Et donc je me dis que peut-être qu'à un moment donné, un basculement dans la vie, à un moment donné où on souffre, on traverse des peines, des épreuves, des difficultés, et on en parle à très peu de gens. Certains même n'en parlent même pas dans leur couple. Et je pense que toutes ces souffrances, lorsqu'on sait les regarder, comme elles servent à quelque chose. Elles font partie du spectre des émotions que l'on doit vivre et accepter. Et je crois que le problème n'est pas le problème n'est pas d'avoir de la peine ou de souffrir, de se sentir incompris, c'est d'être seul dans ces moments-là. Et je pense que la clé, c'est d'embrasser ces peines et de pouvoir les vivre. Parce que en fait, j'ai remarqué que je connais personne, ni moi, ni mes proches amis. Il n'y en a aucun qui, à un moment donné, m'a donné un coup de fil, ou moi, je ne l'ai pas fait non plus, pour me dire hey, salut Athème, là, je me sens pas bien, j'ai besoin d'être serré dans les bras. Donc moi, je pense que voilà, quand mon père est mort, ça a été un tel choc que j'ai montré à personne ma peine. Même durant l'enterrement, j'ai eu des fous rires parce que c'est un problème nerveux que j'ai. Et c'est après, quand je suis revenu à Los Angeles, que j'ai pleuré dans mon coin. Je voulais pas le montrer, et après je l'ai caché dans ma douche, comme ça.
Et après, je pense qu'il y a à un moment donné un éveil, certains appelleront l'éveil du point du cœur, où finalement on a, je crois, plus besoin on arrive à un niveau de conscience où on n'a plus besoin nécessairement de souffrir, où on peut accueillir la peine et on peut aussi faire un certain nombre de choix. Je pense qu'il y a tout un travail vers la connaissance de soi qui fait que les peines deviennent de moins en moins fréquentes et quand elles arrivent, elles sont perçues comme des messages cachés, comme des cadeaux que l'on ne peut pas comprendre sur l'instant. Et ce qui est marrant, c'est que s'il n'y avait pas eu toutes ces épreuves dans ma vie, s'il n'y avait pas eu toutes ces souffrances, surtout le décès de mon père et puis perdre mes enfants il y a 6 ans, jamais j'aurais fait le travail titanesque de compréhension de soi. Et je pense que c'est un travail qui va continuer jusque pour le restant de mes jours, où finalement on peut commencer à se regarder à soi-même avec tendresse et puis se donner ce qu'on aurait voulu que les autres nous apportent. Et quand je dis ça, je ne suis pas en train de faire une apologie de la solitude ou de l'indépendance, mais je pense que si on veut pouvoir développer sa lumière en soi, il faut réussir à se nourrir d'amour et d'acceptation pour pouvoir la donner aux autres. Et donc c'est comme si dans la vie il y avait 2 étapes. La première étape, c'est t'en chies, tu comprends pas, tu fais comme tout le monde, tu payes tes factures, tu essaies de te conformer parce qu'on te dit voilà, si tu coches les 12 cases du normise ou du normo-pensant, tu seras heureux. Si tu payes tes factures, j'y suis jamais arrivé moi de toute façon. Et dans cette étape, on est en errance et on sent qu'il y a un malaise. On ne sait pas ce que c'est et on peut très bien continuer comme ça. Et puis on trouve des moyens de se distraire, parfois même en se mettant dans des relations dysfonctionnelles parce qu'elles sont familières. Et ensuite, on continue à souffrir parce qu'on se rend compte que tous les mécanismes pour camoufler nos peines ne suffisent pas et que finalement il y a toutes ces peines que l'on traverse, ces incompréhensions, le fait de se sentir seul, incompris, elles résonnent avec le manque d'attention et de tendresse qu'on n'a jamais pu se donner à soi-même. Et comme si avant de chercher à être en relation avec les autres, avec le monde, d'avoir une histoire d'amour, de comprendre, à un moment donné, à un certain âge, je pense, parce que lorsqu'on est jeune, je crois qu'on est surtout mu par une quête, une recherche de choses. On est peut-être plus mu par nos hormones qu'autre chose, mais passé un certain âge, il y a la nécessité pour moi de savoir qui on est et de faire ce travail. Je soupçonne grandement qu'en fait la majeure partie des gens ne font pas de ce travail de voyage intérieur, je dirais, de pouvoir reconnecter avec sa part d'enfance et de pouvoir ouvrir cette boîte noire en nous qui contient des aspects de nous qui sont peut-être gênants ou des aspects de nous que l'on a cru dysfonctionnels et qu'on a enterrés. On sait très bien, je crois qu'inconsciemment, on sait très bien que toute forme de tentative d'introspection, de quête personnelle, de voyage intérieur aura un coût. Et donc certains l'assimilent comme un danger. Pourquoi se prendre la tête
Je le vois bien d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fait cette chaîne. Ma manière de penser, de réfléchir, de ressentir, j'ai l'impression qu'elle dérange certaines personnes. Et qu'il est plus facile de dire, bon ben, c'est bon Athème, occupe-toi de ta vie, tu réfléchis trop. Et ça, quand j'entends ça, ça me fait penser vraiment au monde normal, normé, normaux-pensant, qui te dit, fais pas chier, fais comme tout le monde. Il y a tellement de choses à vivre. Et d'une certaine manière, c'est ce que j'ai essayé toute ma vie, d'être quelqu'un de normal et d'être dans la norme, de me conformer. Mais j'y suis jamais arrivé. Et c'est marrant comment la vie est faite. Mon ami qui est artiste et qui, d'une certaine manière, entre guillemets, envie mes traumas et mon inspiration et le genre d'univers que ma créativité génère. Alors que moi, pendant la plus grande part de ma vie, j'enviais sa vie à lui, son enfance. Et donc je pense qu'il y a un instinct de survie en nous tous qui contribue à nos limitations, parce qu'on le sait que si jamais, chez certaines personnes plus que d'autres, si jamais on décide de faire ce travail introspectif, d'être dans la quête intérieure et d'arrêter, de sortir un peu de cet endoctrinement, de ce lavage de cerveau de société, on sait que ça aura un coût. On ne sait pas quoi, mais on sait que ça aura un coût. On va peut-être perdre des amis, ou on va passer pour un fou. Même moi, là, quand je fais ces vidéos-là, j'ai l'impression que dans ma tête, je me dis, il y en a certains qui vont dire, mais qu'est-ce qu'il fout au lieu de s'occuper de ses projets, de faire ses films, il fait des vidéos sur YouTube, et je le sais. Mais je pense que la vie est tellement belle qu'il faut prendre sa personne comme un projet, un beau projet, et comprendre ce qui est spécifique chez nous. Et en général, lorsqu'on commence, on ne peut plus revenir en arrière. Ça me fait penser à Matrix quand il prend la pilule rouge. Il lui dit bien que tu ne pourras pas revenir en arrière. Et, c'est comme regarder derrière le rideau. Quand tu as regardé derrière le rideau, c'est mort. Et je me rends compte que moi, dans ma vie, en fait, inconsciemment, j'ai tout fait pour pas regarder sous le tapis. Et c'est pour ça que tout m'explose à la figure aujourd'hui, parce que quand mes enfants m'ont rejeté il y a 6 ans, j'ai reconnu quelque chose de familier. J'ai reconnu que finalement, mon histoire avec mon père, le fait que j'ai été complètement anesthésié, que j'ai cru que j'ai cru à l'époque qu'il fallait surtout pas que je me pose de questions, et que j'aille de l'avant et que je fuis mon enfance et ma famille. Et je me suis planté parce que finalement, les choses du passé qui ne sont pas résolues, même chez nos parents, ça te suit comme des casseroles. Et donc je crois que la majorité des gens font tout pour essayer de se conformer à une notion du bonheur, et que même si on peut lire des livres, je pense que la quête intérieure, elle est belle, mais elle est source de douleur et de souffrance pendant un temps. Et donc, et en fait, il y a une confusion entre le bonheur et la paix intérieure. Et je pense que pour atteindre la paix intérieure, l'acceptation de soi, il y a un moment donné, il y a la nécessité d'être curieux de qui l'on est, d'essayer de sortir de nos mécanismes automatiques, nos comportements automatiques. Et c'est pour ça que il y a une dizaine d'années, je me suis dit, écoute Athème, tu prétends aimer le genre humain, l'autre. Dans ce cas, il faut que
que tu acceptes de regarder les souffrances que peuvent avoir les autres et les dysfonctions et les pathologies. Parce que pendant pas mal d'années, j'ai cru que les différentes pathologies qu'on a psychologiques, j'ai cru que c'était que les personnes étaient toxiques ou dangereuses. J'avais une certaine manière pour me protéger, j'avais un jugement négatif. Et à un moment donné, je me suis dit, Tatem, tu peux pas aimer le genre humain et prendre ce que tu veux. Et quand j'ai fait mon travail en comprenant certains aspects, certaines pathologies, ça m'a permis de voir que finalement, toutes ces pathologies-là étaient aussi un moyen pour moi de comprendre la nature humaine. C'est comme si en fait les personnes que l'on rencontre dans notre vie, qui peuvent être toxiques ou irresponsables ou haineuses, c'est comme si en fait elles avaient en elles des aspects humains, mais qui sont exprimés de manière démultipliée. C'est comme faire une expérience en chimie et pour pouvoir voir les choses, il faut magnifier, zoomer dans. Et je pense que entre autres les pervers narcissiques, les borderline, tout ça nous montre des souffrances humaines et nous montre des instincts de préservation qui sont vécus comme de la violence dans le monde, mais qui sont en fait le reflet de peur et de souffrance universelle. Et donc j'ai l'impression qu'en étudiant un peu la psychologie, tout ça, on peut un peu mieux comprendre l'être humain. Et donc je pense que dans cette vie, il faut un jour, en général, c'est lorsqu'on a cet éveil du point du cœur, où à un moment donné, il se passe qu'on a un désir, une curiosité de comprendre l'univers. Et le seul moyen, c'est de s'étudier soi-même. C'est pour moi, l'image que j'ai, c'est de vouloir comprendre l'univers, visiter des planètes, et comme on ne peut pas le faire tout de suite, maintenant, mais par contre ce qu'on peut faire, c'est on peut essayer de visiter les océans, les profondeurs des océans. Et donc je pense qu'à un moment donné, lorsqu'on a traversé un certain nombre de souffrances, ces souffrances en fait, elles ont du sens. Je pense que rien n'est né au hasard et que j'ai eu un certain nombre d'épreuves qui m'ont mis des claques dans la gueule pour me dire qu'il fallait que je fasse un travail. Et un travail entre guillemets introspectif, mais aussi correctif, pour savoir vraiment ce que c'est, qui nous sommes et ce que c'est vraiment l'amour. Et jamais j'aurais pu penser que l'amour pouvait être aussi simple et aussi compliqué à la fois. Et lorsqu'on traverse toutes ces souffrances, il y a un moment donné, je ne sais pas comment l'appeler, un moment de ras-le-bol, où à un moment donné on se dit bon allez vas-y, envoie-moi une autre tarte, Et quand j'ai fait ce souhait-là, je ne m'attendais pas que l'univers m'envoie cette dernière tarte, et qui a été de perdre mes enfants. Et donc à ce moment-là, je me suis mis en mode survie et toutes mes capacités intellectuelles, émotionnelles se sont mis en branle. Au début, c'était n'importe quoi et après, ça s'est aligné. Et en fait, c'est comme si la vie était coupée en deux. La première partie de la vie, c'est on essaie de se conformer, de faire comme tout le monde, de regarder la télé ou YouTube et de gagner de l'argent et être prospère. Et avec ce mécanisme inconscient de dire si j'avance super vite, peut-être que la poisse ne me rattrapera pas. Je pense qu'on ne peut pas fuir sa destinée. Et après, on traverse des épreuves, des déceptions, une rupture, une incompréhension, une violence. Et là, ça commence à faire beaucoup et tout. Et puis un jour, il y a, on pourrait appeler ça un éveil du point du cœur, où finalement, il y a un grand désir qui se développe en nous, celui de comprendre l'univers, le monde, le spirituel à travers nous-mêmes. Et là, on se donne le droit de devenir un Colombo de soi-même et de commencer à regarder. Des fois, au début, c'est plus
essayer de comprendre et de regarder en face nos traumas de l'enfance. Mais après, ça devient quelque chose de magique. Et moi, je suis mort de rire avec ce que je découvre à mon sujet, ce que j'arrive, je suis sur le cul. Je me dis, mais c'est l'alu, quoi. C'est comme si plus tu fais ton travail, et plus tu arrives à comprendre le décodeur qu'il y a au fond de toi, dans ton cœur. Et quand tu commences à le triturer, il commence à marcher. Et tu commences à voir des alignements, tu commences à voir des joies que tu n'avais jamais avant. Et finalement, tu arrives à presque reconnecter avec cette partie de toi qui a pu être laissée à l'abandon depuis que tu as 2 ans, 3 ans en fait. Et je soupçonne grandement que quand on arrive dans cette vie, on est le plus près d'une sorte d'une connexion universelle. Et lorsqu'on est tout petit et qu'on regarde le monde avant d'avoir accès au langage, avant d'avoir les mots, eh ben je pense qu'on a l'impression qu'on fait partie, que l'environnement et nous ne font qu'un. Ça me fait penser aux enfants quand ils naissent. Je crois pendant les 2 premières années, ils ne savent pas qu'ils sont séparés de leur mère. L'enfant et la mère, c'est un seul organisme. Et après, quand tu grandis, quand l'ego se développe, quand le langage arrive et que finalement on te dit que l'arbre là-bas, le mot arbre, c'est un arbre, à partir du moment où le mot rentre dans ta tête, et là tu es séparé de l'objet et donc de l'arbre. Donc à un moment donné dans cette vie, lorsqu'on accepte de regarder en face nos douleurs, nos souffrances et à chercher les messages cachés, il y a, j'ai l'impression, cet éveil du point du cœur où finalement on commence petit à petit à faire un travail introspectif et aussi correctif pour finalement changer sa perception et je dirais faire mûrir son âme. Et c'est vrai que malgré mes souffrances et mes peines actuelles, j'ai des joies qui m'arrivent et qui résonnent avec ma sensibilité. Et donc voilà, je pense que la vie est une très belle aventure. Et pour peu que l'on ait confiance, qu'on ait d'une certaine manière, pas d'un point de vue religieux, mais d'un point de vue spirituel, qu'on fasse preuve de foi et que donc on ait moins peur ou plus peur du tout, comme si l'univers par défaut était bon et bienveillant. Et c'est pour ça que plus j'avance dans ma quête et moins j'ai des jugements moraux ou négatifs sur ce qui peut arriver. Donc voilà. Et c'est pour ça que aujourd'hui je suis content d'avoir réussi à entretenir ma capacité d'émerveillement mais avec les efforts, la recherche, la quête intérieure, j'ai agrandi cette capacité d'émerveillement et maintenant je comprends en fait. Je comprends pourquoi depuis l'enfance je suis à la recherche de cette étreinte que je n'ai jamais eue. C'était comme cette étreinte, c'est comme si c'était la clé de l'amour, parce que lorsque ta peine, ta souffrance ou tes émotions peuvent être accueillies par l'autre, ça te donne entre guillemets l'autorisation de pouvoir maintenant communiquer ton amour pour l'autre. Et mon rêve finalement,
petit à petit, quand j'avance par palier, je me rends compte qu'en fait, tous mes désirs d'amour, en fait, à la fin, revenaient à un désir pour moi de pouvoir communiquer mon amour. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci encore pour m'écouter et puis je vous dis à bientôt. Salut, ciao.